Le son a claqué, sec et brutal, comme un coup de fusil dans le silence feutré du restaurant. Ma joue a brûlé instantanément, une douleur vive qui a irradié jusqu'à ma tempe. À ma propre fête de promotion, devant mon PDG, ma mère venait de me gifler. Elle a hurlé, sa voix stridente déchirant l'ambiance élégante. « Donne TON bonus de 100 000 € à tes sœurs ou tu ne es plus notre fille. » J'ai refusé, et sa main a volé. J'ai titubé sous le choc, pas seulement de la force du coup, mais de l'humiliation absolue. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la rage froide montant en moi, et j'ai dit calmement, « Tu verras ce qu'il en coûte de me trahir. » Quelques jours plus tard, la gendarmerie s'est présentée chez eux. Ma mère a pâli en les voyant, car elle commençait à peine à comprendre que la guerre qu'elle venait de déclarer, elle l'avait déjà perdue. Avant de vous raconter en détail comment une célébration de carrière a pu tourner en un tel cauchemar, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous me regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de voir comment nos histoires peuvent voyager et nous connecter, peu importe la distance. Maintenant, revenons à cette soirée. Je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans, et ce soir-là aurait dû être le couronnement de 10 années de travail acharné. J'avais réservé le salon privé de « La Perle de la Saône », un restaurant réputé de Lyon avec une vue imprenable sur le fleuve scintillant. Les murs étaient lambrissés de bois sombre, les tables nappées de lin blanc immaculé, et le cliquetis des verres en cristal se mêlait aux conversations animées de mes 70 invités. J'avais tout payé de ma poche, chaque petit four, chaque coupe de champagne. C'était ma réussite, et je voulais la partager. Mes collègues de Biosanté Innovation étaient là, mes amis les plus proches, et bien sûr, ma famille. Au centre de la table d'honneur se tenait Madame Dubois, notre PDG, une femme que j'admirais profondément. Son approbation silencieuse valait plus que n'importe quel discours. Tout était parfait, jusqu'à ce que ma mère, Martine, se lève. Au début, sa voix était mielleuse. « Ma chère Hélène, nous sommes si fiers de toi. Ta promotion, ce bonus, c'est merveilleux. » Elle a fait une pause, son regard se durcissant. Et en parlant de ce bonus, ta sœur Chloé a une opportunité en or. Une nouvelle ligne de cosmétiques bio. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce financier pour démarrer. Je sentais tous les regards se tourner vers moi. Un malaise a commencé à s'installer. Je connaissais ce petit coup de pouce. Il avait toujours le même visage. « Maman », ai-je répondu, en gardant ma voix aussi neutre que possible, « je suis ravie pour Chloé, mais j'ai déjà des projets pour cet argent. J'envisage d'acheter un appartement. » Le sourire de ma mère s'est effacé. « Un appartement ? Quelle idée égoïste. La famille passe avant les briques et le mortier. Chloé a besoin de cet argent. C'est ta sœur. » Sa voix a monté d'un cran. Mon père, Bernard, s'est tortillé sur sa chaise, le regard fuyant, comme toujours. Chloé, ma petite sœur de 28 ans, a sorti son téléphone, feignant un désintérêt total, une tactique qu'elle maîtrisait à la perfection. « Maman, nous en reparlerons plus tard, en privé », ai-je insisté, sentant la honte me monter aux joues. Madame Dubois observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Non. Nous en parlons maintenant », a crié ma mère. « Tu vas signer ce chèque pour ta sœur. 100 000 €. C'est une obligation morale. » « Non, » ai-je dit fermement. « C'est mon argent, gagné à la sueur de mon front. » La réponse est non. C'est là que tout a basculé. Sa main est partie si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Le son. Le silence qui a suivi. Les fourchettes suspendues en l'air. Le visage choqué de Madame Dubois. Et la douleur, cette brûlure sur ma joue qui symbolisait 15 années de sacrifices ignorés, de favoritisme toxique et de manipulation émotionnelle. Je l'ai regardée, ma propre mère, sa main encore levée, son visage déformé par la fureur. Et dans mes yeux, elle n'a pas vu de larmes. Elle n'a pas vu de peur. Elle a vu une promesse. La promesse d'une fin. Le silence dans le restaurant était assourdissant, mais ce n'était rien comparé au silence glacial qui venait de s'installer dans mon cœur. Ils ne savaient pas encore qu'avec cette gifle, ils venaient de réveiller une facette de moi qu'ils auraient préféré laisser endormie. La gifle a laissé un silence de mort, mais Chloé, experte en dramaturgie, a su le combler.
Un sanglot a secoué ses épaules, puis un autre. Les larmes, grosses et parfaitement calibrées, ont commencé à couler sur ses joues, sans même faire baver son maquillage impeccable. « Hélène, comment peux-tu être si cruelle » a-t-elle murmuré, la voix brisée. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. J'ai mis toutes mes économies là-dedans. » C'était un mensonge éhonté. Ces économies se résumaient à l'argent que mes parents lui versaient chaque mois. Mon père, Bernard, s'est immédiatement levé pour la prendre dans ses bras. « Ça suffit, Martine, a-t-il dit à ma mère, mais son regard accusateur était tourné vers moi. « Regarde ce que tu as fait à ta sœur. » Le spectacle était pathétique, mais terriblement efficace. La moitié de la salle me regardait maintenant avec réprobation, comme si j'étais un monstre sans cœur qui venait de briser les rêves d'une jeune entrepreneuse fragile. Ma mère, sentant le vent tourner en sa faveur, a repris son rôle de matriarche blessée. « Tu as toujours été comme ça, Hélène, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans la salle. Depuis que tu es petite. Tu comptais tes pièces dans ta tirelire, tu cachais tes bonbons. Tu n'as jamais su partager. Pendant ce temps, ta sœur donnait tout ce qu'elle avait. La distorsion de la réalité était si flagrante que j'ai failli en rire. Je cachais mon argent de poche parce que je savais que si je ne le faisais pas, on me l'emprunterait pour financer le dernier caprice de Chloé. Je ne partageais pas mes bonbons parce que Chloé les aurait tous mangés sans même me dire merci. La générosité de Chloé consistait à distribuer les choses que nos parents lui achetaient. Je suis restée silencieuse, laissant le poison de leurs paroles se répandre. Je me suis remémoré mon adolescence. Pendant que Chloé participait à des stages de poney et des voyages linguistiques en Angleterre, je travaillais les week-ends à la boulangerie du quartier. L'odeur du pain chaud me rappelle encore aujourd'hui les heures passées debout, les mains couvertes de farine, pour économiser pour mes études. À l'université, j'ai cumulé 3 emplois, serveuse le soir, tutrice en mathématiques l'après-midi, et je faisais même du nettoyage dans les bureaux tôt le matin. Je dormais 4 heures par nuit. Je me souviens d'un hiver particulièrement rude où mon chauffage est tombé en panne. Je n'avais pas les moyens de le faire réparer immédiatement. J'ai passé 2 semaines à dormir avec 3 pulls et un bonnet. Cette semaine-là, mes parents ont offert à Chloé un sac à main de luxe pour son anniversaire, parce qu'elle se sentait un peu déprimée. Quand je leur ai timidement demandé un petit prêt pour la réparation, ils m'ont répondu que les temps étaient durs et que je devais apprendre à être plus responsable avec mon argent. Toutes ces images, toutes ces injustices, ont défilé dans ma tête alors que je regardais ma famille jouer sa comédie. Chloé pleurait dans les bras de mon père. Ma mère me fusillait du regard. Ils formaient un front uni, une forteresse de déni et de favoritisme. Et moi, comme toujours, j'étais à l'extérieur, dans le froid. Madame Dubois s'est raclé la gorge, un signal discret pour mettre fin à cette scène insupportable. Monsieur et Madame Leclerc, a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme, je pense que cette conversation serait plus appropriée dans un cadre privé. Ma mère l'a toisé. Ceci est un cadre privé. C'est une affaire de famille. L'insolence de sa réponse envers mon PDG m'a fait bouillir. Mais je suis restée de marbre. Je savais que le moindre éclat de ma part serait perçu comme une confirmation de ma cruauté. J'ai simplement hoché la tête en direction de Madame Dubois, un remerciement silencieux pour son intervention. Puis, j'ai pris mon sac. La fête est terminée, ai-je annoncé d'une voix blanche. Merci à tous d'être venus. J'ai tourné le dos à ma famille et je suis partie, laissant derrière moi le murmure des invités et le poids de leur jugement. Pendant que ma mère continuait son sermon, je sentais le regard inquiet de Madame Dubois sur moi. Mais ce n'est que le lendemain que je comprendrais que l'humiliation publique n'était que la partie visible de l'iceberg. Le pire était encore à venir. Le lendemain matin, marcher dans les couloirs de Biosanté Innovation ressemblait à traverser un champ de mines. Chaque regard, chaque murmure étouffé, me semblait être une flèche empoisonnée. La nouvelle de l'incident s'était répandue plus vite qu'un virus. J'ai gardé la tête haute, le dos droit, affichant un masque de professionnalisme que je ne ressentais absolument pas. À l'intérieur, j'étais en miettes. Madame Dubois m'a convoqué dans son bureau dès mon arrivée. Je m'attendais à une réprimande, ou pire, à des doutes sur ma capacité à gérer la pression. Au lieu de cela, elle m'a offert un café et m'a regardé avec une sincère préoccupation. Hélène, a-t-elle commencé,
je ne me mêlerai pas de votre vie personnelle. Mais je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé hier soir ne change en rien l'opinion que j'ai de vous. Vous avez gagné cette promotion par votre talent et votre travail. Point final. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un jour de congé, d'une oreille attentive, ma porte est ouverte. Sa gentillesse inattendue m'a presque fait pleurer. J'ai réussi à la remercier, la voix un peu rauque, et je suis retournée à mon bureau, un peu réconfortée. Mais ce répit fut de courte durée. Vers 11 heures, une notification a clignoté sur mon écran. Un email du département des ressources humaines, avec en objet, notification d'enquête interne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai ouvert le message, mes mains devenant moites. Il parlait d'une violation grave de la politique de confidentialité de l'entreprise. Apparemment, un document de recherche et développement hautement confidentiel, un projet que je supervisais personnellement, avait été publié sur un forum en ligne spécialisé dans l'espionnage industriel. C'était une catastrophe. Ce projet valait des millions. Ma carrière, que je venais de célébrer, était sur le point de s'effondrer. La panique m'a envahi. C'était impossible. J'étais la seule, avec mon équipe restreinte, à avoir accès à ces fichiers, stockés sur un serveur ultra sécurisé. J'ai immédiatement pensé à un piratage. J'ai couru jusqu'au département informatique, au sous-sol. J'ai trouvé Thomas, un jeune ingénieur réseau brillant et discret, avec qui j'avais sympathisé. Je lui ai expliqué la situation en quelques mots, lui montrant l'email. Il a froncé les sourcils, comprenant immédiatement la gravité de la situation. Laisse-moi regarder les logs du serveur, Hélène. Je vais retracer chaque accès au fichier, m'a-t-il dit. Les heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'essayais de travailler, mais mon esprit tournait en boucle. Qui aurait pu faire ça? Un concurrent? Un employé mécontent? Chaque scénario était plus angoissant que le précédent. Vers 16 heures, Thomas est apparu à la porte de mon bureau, le visage blême. Il a fermé la porte derrière lui. Hélène, j'ai trouvé quelque chose. C'est bizarre. Il s'est assis et a tourné son ordinateur portable vers moi. Le fichier a été téléchargé hier soir, à 22h37. Il n'y a pas eu d'effraction du réseau. Le téléchargement a été fait depuis un compte autorisé, avec les bons identifiants. Mon compte, ai-je demandé, le souffle coupé. Non, a-t-il dit. Le tien était inactif à cette heure-là. Le téléchargement a été fait via un accès invité temporaire que tu avais créé la semaine dernière pour un consultant externe. L'accès aurait dû expirer hier midi. Il a fait une pause, hésitant. Dis-moi, Thomas, ai-je insisté. Il a soupiré. J'ai tracé l'adresse IP d'où le téléchargement a été effectué. Ce n'est pas un concurrent. Ce n'est pas un pirate russe. Il m'a regardé droit dans les yeux. L'adresse IP est enregistrée au nom de ton père, Bernard Leclerc. L'ordinateur est situé à l'adresse de tes parents. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le monde est devenu silencieux, comme après la gifle. Chloé. C'était elle. Elle n'avait pas seulement voulu mon argent. Elle avait voulu détruire ma vie. C'était une trahison pure et simple. À ce moment-là, que feriez-vous à ma place? La pardonneriez-vous ou chercheriez-vous à comprendre la profondeur de cette haine? Dites-le moi dans les commentaires, car la décision que j'ai prise à cet instant a tout changé. Mon sang se glaça. Ce n'était plus une simple affaire d'argent ou de jalousie. C'était une déclaration de guerre. Et Chloé n'avait aucune idée de l'ennemi qu'elle venait de se créer. La révélation de Thomas a agi comme un électrochoc. La tristesse et l'humiliation ont été balayées par une vague de fureur froide et lucide. Chloé avait franchi une ligne. Elle avait tenté de saboter ma carrière, de me faire licencier pour faute grave, tout ça par pure méchanceté, par jalousie maladive. Cette prise de conscience a déclenché une alarme dans mon esprit. Si elle était capable d'aller aussi loin, de quoi d'autre était-elle capable? Une méfiance glaciale s'est emparée de moi. Je ne pouvais plus rien laisser au hasard. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez moi pour m'apitoyer sur mon sort, je suis restée au bureau. J'ai dit à Thomas que je devais travailler tard, mais en réalité, j'ai commencé ma propre enquête.
Je me suis connecté à mes comptes bancaires en ligne, scrutant chaque ligne, chaque transaction des 6 derniers mois. Au début, tout semblait normal. Mes dépenses habituelles, mes virements, mon salaire. Mais une intuition me disait de creuser plus loin. J'ai demandé un rapport de crédit complet auprès de la Banque de France, une procédure que l'on peut faire en ligne. Le rapport est arrivé dans ma boîte mail 1 heure plus tard. Je l'ai ouvert, le cœur battant. Et c'est là que je l'ai vu. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Une section intitulée « Prêt à la consommation ». Il y en avait un. Un prêt de 15 000 €, contracté il y a 4 mois auprès d'un organisme de crédit en ligne que je ne connaissais même pas. Le nom du souscripteur, Hélène Leclerc. Mon nom. Mon adresse. Ma date de naissance. J'ai cliqué sur les détails, les mains tremblantes. Le prêt avait été approuvé sur la base de fiches de paie. Mes fiches de paie. Des fiches de paie falsifiées, avec un salaire légèrement inférieur pour ne pas éveiller les soupçons. Comment avait-elle pu les obtenir? Avait-elle fouillé dans mes affaires lors de sa dernière visite? Ou pire, avait-elle intercepté mon courrier? La nausée m'a prise. Mais ce n'était pas fini. J'ai continué à faire défiler le rapport. Une autre section, carte de crédit. Une carte dans une grande enseigne de magasin, ouverte il y a 2 mois. Le solde était presque au maximum, 9 874 €. J'ai regardé l'historique des achats. Des vêtements de luxe, des sacs à main, des soins dans des spas hors de prix, un week-end à Deauville. Le style de vie que Chloé avait toujours voulu, financé sur mon dos, avec ma signature volée. Au total, près de 25 000 € de dettes contractées à mon insu. Une fraude. Un vol d'identité. La panique a commencé à monter, une vague glacée qui menaçait de me submerger. J'allais être fiché à la Banque de France, ma réputation financière ruinée. Comment allais-je pouvoir acheter cet appartement maintenant? Comment allais-je pouvoir prouver que ce n'était pas moi? Chaque respiration était une lutte. J'ai posé mon front contre la vitre froide de la fenêtre de mon bureau, regardant les lumières de Lyon sans les voir. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la gifle. J'ai pensé aux fichiers volés. J'ai pensé à ses dettes. Et la panique s'est retirée, remplacée par une chose bien plus puissante, la détermination. Une détermination froide comme l'acier. Elle ne s'en tirerait pas comme ça. Elle ne gagnerait pas. Elle avait sous-estimé sa grande sœur. Elle avait toujours pensé que j'étais la gentille, la responsable, celle qui encaisse sans rien dire. Elle allait découvrir à quel point elle avait tort. J'ai imprimé tous les documents, chaque relevé, chaque ligne de crédit frauduleuse. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables, prêtes à agir. J'avais besoin de preuves, de beaucoup plus de preuves. J'allais déterrer tous les squelettes cachés dans son placard, et j'ai immédiatement su qui appeler pour m'aider à tenir l'appel. Le temps de la gentillesse était révolu. Le lendemain matin, à la 1re heure, je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Chloé pour la confronter. J'ai appelé le meilleur. Maître Luc Durand était une légende au barreau de Lyon. Spécialisé dans le droit pénal des affaires et la cybercriminalité, il avait la réputation d'être un requin, impitoyable mais brillant. J'ai obtenu un rendez-vous pour l'après-midi même. Son cabinet, situé près de la place Bellecour, était sobre et intimidant. Maître Durand, un homme d'une 60aine d'années aux yeux perçants, m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui exposais toute l'histoire, de la gifle à la découverte des dettes, en passant par le sabotage de ma carrière. J'ai étalé les documents imprimés sur son bureau en acajou. Il a examiné chaque page avec une attention méticuleuse. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, ses doigts pianotant sur le bureau. Mademoiselle Leclerc, a-t-il dit finalement, sa voix grave et posée, ce que vous me décrivez ici n'est pas un simple drame familial. C'est un ensemble de délits graves. Harcèlement moral, vol de documents confidentiels, usurpation d'identité, fraude, faux et usage de faux. Votre sœur risque gros. Ces mots, bien que terrifiants, m'ont étrangement rassuré. Enfin, quelqu'un voyait la situation pour ce qu'elle était, sans le filtre déformant des liens du sang. Que dois-je faire, ai-je demandé. Pour l'instant, rien, a-t-il répondu. Ne la contactez pas.
Ne parlez de ça à personne, surtout pas à vos parents. Nous devons agir avec méthode. La première étape est de rassembler des preuves irréfutables. Vous avez bien fait de venir me voir. Je travaille avec un enquêteur privé de premier ordre, un ancien de la gendarmerie. Il est discret et incroyablement efficace. Son nom est Michel. J'ai donné mon accord sans hésiter. J'ai signé une provision sur honoraires, utilisant une partie de l'argent que j'avais si durement économisé pour mon apport immobilier. C'était ironique. L'argent que je destinais à construire mon avenir allait servir à démanteler les mensonges qui détruisaient mon présent. Dès le lendemain, Michel a commencé son travail. C'était un homme d'une 50aine d'années, calme, observateur, qui inspirait une confiance immédiate. Il a commencé par une surveillance discrète de Chloé, de ses allées et venues, de ses rencontres. Pendant ce temps, Maître Durand a initié les procédures officielles. Il a déposé une plainte contre X pour l'usurpation d'identité auprès du procureur de la République, une étape nécessaire pour que les banques et les organismes de crédit coopèrent. Il a également préparé un dossier complet pour Madame Dubois et le service juridique de Biosanté, expliquant la situation du fichier volé, afin de me protéger de toute retombée professionnelle. Les premiers résultats de l'enquête de Michel sont arrivés 48 heures plus tard, et ils étaient encore plus accablants que ce que j'imaginais. Chloé ne s'était pas contentée de contracter des prêts. Michel avait découvert qu'elle avait utilisé mes informations pour créer 2 sociétés écrans, des entreprises sans aucune activité réelle. L'une était domiciliée dans une boîte postale à Lyon, l'autre, à l'adresse de mes parents. Ils étaient probablement complices sans même le savoir. Ces sociétés avaient des comptes bancaires professionnels. Des comptes ouverts en mon nom. Des sommes d'argent importantes y transitaient, des virements rentrant et sortant vers des comptes inconnus, certains à l'étranger. Ce n'était plus de la simple fraude pour s'acheter des sacs à main. C'était autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus organisé. J'ai senti un frisson me parcourir. Dans quoi ma sœur s'était-elle fourrée? Et jusqu'où m'avait-elle entraîné avec elle? Le soir du 3e jour, alors que je rentrais chez moi, épuisé, mon téléphone a sonné. C'était Michel. Sa voix était plus grave que d'habitude. Hélène, il faut que je vous voie. Ce que j'ai trouvé est bien plus grave qu'une simple fraude familiale. Votre sœur est impliquée dans quelque chose de très sombre. Mon cœur a raté un battement. La phrase de Michel a tourné en boucle dans ma tête toute la nuit, quelque chose de très sombre. Le lendemain, j'ai pris une décision. Fini les cachotteries, fini la peur. Il était temps d'abattre mes cartes. Mais pas en privé, où mes parents pourraient encore une fois minimiser, excuser, et me faire passer pour la méchante. Je voulais des témoins. Je voulais que la vérité éclate au grand jour, dans un lieu si symbolique qu'ils ne pourraient jamais l'oublier. J'ai réservé une table pour 4 la Perle de la Saône. La même table où j'avais été humiliée une semaine plus tôt. J'ai appelé ma mère. Maman, il faut qu'on parle. Tous les 4. Ce soir, 20h, au restaurant. Sa voix était méfiante. Pourquoi là-bas? Parce que c'est là que tout a commencé, ai-je répondu, et c'est là que tout va se terminer. La curiosité l'a emporté. Ils ont accepté. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà là. Ma mère, le visage fermé. Mon père, l'air anxieux. Chloé, étonnamment, semblait détendue, presque arrogante. Elle pensait probablement que j'étais venue m'excuser, ramper pour réintégrer le cercle familial. Elle s'est lourdement trompée. J'ai posé mon sac, et j'ai sorti une chemise cartonnée que j'ai déposée sur la table. Je ne suis pas venue pour me disputer, ai-je commencé d'une voix calme. Je suis venue pour vous montrer des faits. J'ai sorti le premier document. C'était le rapport de Thomas, l'ingénieur IT, avec l'adresse IP de leur maison en surbrillance. Ceci prouve que le fichier confidentiel de mon entreprise a été volé depuis votre ordinateur, le soir de la fête. Une tentative délibérée de me faire licencier. Chloé a éclaté de rire. Un rire nerveux. C'est ridicule. N'importe qui a pu utiliser notre Wi-Fi. Tu deviens paranoïaque. Je ne l'ai pas regardé. J'ai sorti le 2e dossier. Les rapports de crédit. Les contrats de prêt.
Les relevés de la carte de crédit. J'ai tout étalé. Ceci, c'est une usurpation d'identité. Près de 25 000 € de dettes en mon nom. Des achats de luxe, des voyages. Des choses que je ne me suis jamais offertes. Le visage de mon père a commencé à se décomposer. Ma mère a regardé les papiers, puis Chloé. Chloé, dis-moi que ce n'est pas vrai, a-t-elle supplié. Bien sûr que ce n'est pas vrai, a rétorqué Chloé, jouant l'indignation. Hélène a sûrement des problèmes d'argent et elle essaie de nous mettre ça sur le dos. C'est pathétique. C'était son mode de défense habituel, l'attaque et le renversement de la culpabilité. Mais cette fois, ça n'allait pas fonctionner. J'ai sorti mon dernier dossier. Les statuts des 2 sociétés écrans. Les relevés des comptes bancaires professionnels ouverts en mon nom. J'ai pointé du doigt les virements. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des dizaines de milliers d'euros qui entrent et qui sortent. Des virements vers la Suisse, le Luxembourg. J'ai levé les yeux vers mes parents. Maman, papa, ceci ne finance pas une ligne de cosmétiques bio. Ce ne sont pas les idées de génie que vous avez toujours financées sans poser de questions. Ce sont des outils. Des outils pour blanchir de l'argent sale. Le mot a été lâché. Blanchiment. L'horreur s'est peinte sur leur visage. Ils ont enfin compris que nous avions dépassé le stade des caprices d'enfants gâtés. Parfois, la seule façon de combattre la manipulation est avec la vérité brute. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez un pouce bleu et continuez à regarder, car la partie la plus choquante de l'histoire est sur le point d'être révélée. Le visage de mes parents a commencé à se décomposer, mais Chloé riait encore nerveusement, essayant de garder contenance. Elle ne savait pas que j'avais gardé ma meilleure carte, la plus dévastatrice, pour la fin. Blanchir de l'argent pour qui, Chloé, ai-je demandé, ma voix tranchante comme une lame dans le silence du restaurant. Elle a détourné le regard, un tic nerveux apparaissant au coin de son œil. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je pense que si, ai-je continué, en savourant chaque seconde de son inconfort. Peut-être pour un certain monsieur Lambert? Ou ses associés? J'avais inventé le nom, mais à la façon dont ses pupilles se sont dilatées, j'ai su que j'avais touché une corde sensible. La vérité, que Michel m'avait révélée la veille, était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Chloé n'était pas le cerveau d'une opération. Elle était un pion, un rouage essentiel mais remplaçable dans une machine bien plus grande et plus dangereuse. Michel avait découvert qu'elle avait été recrutée via les réseaux sociaux par un homme qui lui avait fait miroiter une vie de luxe facile. Son rôle était simple, utiliser son apparence innocente et sa facilité à manipuler sa famille pour servir de mule. Elle devait trouver des identités, propres, comme la mienne pour ouvrir des comptes et créer des sociétés écrans. Ces structures servaient ensuite à nettoyer l'argent provenant d'arnaques en ligne à grande échelle, des fraudes à la carte bancaire et des placements financiers bidons. Un réseau qui avait déjà fait des centaines de victimes à travers la France. Tu crois vraiment que tu es une femme d'affaires, ai-je ricané. Tu n'es qu'une petite main, Chloé. Ils t'utilisent. Ils utilisent mon nom, ma réputation, et l'argent de nos parents pour leur sale combine. Et quand tout s'effondrera, qui penses-tu qu'ils laisseront tomber en premier? Tu mens, a-t-elle sifflé, sa voix tremblante de rage et de peur. Tu as toujours été jalouse de moi, de mes idées, de mon ambition. Ton ambition? J'ai sorti mon téléphone. Parlons de ton ambition. J'ai appuyé sur « Play ». C'était une vidéo, filmée discrètement par Michel 2 jours plus tôt. La qualité était étonnamment bonne. On y voyait Chloé, assise à la terrasse d'un grand hôtel à Genève, en face de 2 hommes en costume cher, l'air menaçant. Elle leur tendait une enveloppe, tout en parlant avec une assurance que je ne lui avais jamais vue. On ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, mais les images parlaient d'elles-mêmes. Ce n'était pas une réunion d'affaires pour des cosmétiques bio. Genève, la semaine dernière, ai-je commenté froidement. Une petite excursion pour rencontrer tes partenaires commerciaux. L'homme à droite, c'est le bras droit du chef du réseau. Il a déjà un casier judiciaire long comme le bras. Tu joues dans la cour des grands, maintenant. Mes parents étaient hypnotisés par l'écran, leur visage passant de l'incrédulité à la terreur pure. Ma mère a porté une main à sa bouche, ses yeux remplis de larmes. Mon père fixait Chloé, le regard vide,
comme s'il ne la reconnaissait plus. Chloé, elle, était devenue livide. Le masque de l'arrogance était tombé, révélant la panique d'un animal pris au piège. Elle a essayé de se lever, de prendre mon téléphone. « Donne-moi ça. » Je l'ai retiré vivement. « Assieds-toi. Le spectacle n'est pas terminé. » Je savais que j'étais cruelle, mais après tout ce qu'elle m'avait fait subir, la pitié était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Elle m'avait giflé en public, je lui rendais la monnaie de sa pièce avec la vérité, une arme bien plus douloureuse. Le silence s'est de nouveau abattu sur notre table, lourd de secrets et de trahisons. Mes parents regardaient la vidéo en boucle, les yeux écarquillés d'horreur. Mais ce que nous allions entendre ensuite, dans un appel téléphonique de Michel qui a fait vibrer mon téléphone à cet instant précis, allait transformer notre drame familial en une question de vie ou de mort. Mon téléphone a vibré sur la table, affichant le nom de Michel. Mon cœur a fait un bond. C'était le signal. J'ai décroché et j'ai immédiatement activé le haut-parleur. La voix de Michel, habituellement si calme, était tendue, urgente. « Hélène, ne la laissez pas partir. Restez exactement où vous êtes. J'ai prévenu la gendarmerie. Une équipe est en route pour la maison de vos parents en ce moment même. Nous avons obtenu un mandat d'arrêt contre Chloé pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée. » Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Mandat d'arrêt. Gendarmerie. Association de malfaiteurs. Les termes juridiques froids ont rendu la situation terriblement réelle. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une affaire criminelle. Ma mère a laissé échapper un gémissement étranglé et s'est affaissée sur sa chaise, comme si ses os s'étaient soudainement liquéfiés. Mon père, lui, a sursauté comme s'il avait été frappé. Il a tourné la tête vers Chloé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la colère pure dans ses yeux, une colère dirigée contre sa fille préférée. Mais la réaction de Chloé a été la plus révélatrice. La panique a effacé toute trace d'arrogance de son visage. Ses yeux balayaient la salle, cherchant une issue, comme un animal traqué. Il y a plus, a continué la voix de Michel dans le téléphone. Nous avons eu une information. Elle a dû sentir que l'étau se resserrait. Elle a vidé ses comptes ce matin. Et elle a acheté un billet d'avion. Un aller simple pour Dubaï, départ ce soir à 23h de l'aéroport Saint-Exupéry. C'était le coup de grâce. L'intention de fuir. D'abandonner tout le monde, de laisser ses parents et moi-même gérer le chaos et les dettes qu'elle avait créées. Elle n'avait jamais eu l'intention de faire face à ses responsabilités. Jamais. Cette révélation a brisé quelque chose chez mon père. « Tu allais partir » a-t-il murmuré, la voix brisée. « Tu allais nous laisser comme ça ?» Chloé ne lui a même pas répondu. Son instinct de survie avait pris le dessus. D'un mouvement brusque, elle a renversé sa chaise et a sprinté vers la sortie du restaurant. « Arrêtez-la » a crié mon père, mais il était trop tard. Elle était rapide. Mais Michel avait tout prévu. Alors qu'elle poussait la lourde porte vitrée, 2 hommes en civil, qui étaient attablés non loin de nous depuis notre arrivée, se sont levés et lui ont barré le passage. C'étaient les hommes de Michel. L'un d'eux a attrapé son bras fermement. « Chloé Leclerc ? Vous êtes en état d'arrestation. » Elle s'est débattue, a crié, a insulté. Le spectacle était sordide. Les autres clients du restaurant regardaient la scène, médusés. La jeune femme qui pleurait une semaine plus tôt se révélait être une criminelle en fuite. La scène de son arrestation, au même endroit que ma propre humiliation, avait une symétrie poétique et amère. Alors que les vrais gendarmes, en uniforme cette fois, arrivaient pour prendre le relais et lui passaient les menottes, le bruit et la fureur ont quitté Chloé. Elle m'a regardé, par-dessus l'épaule d'un gendarme. Dans ses yeux, il n'y avait pas de remords. Il n'y avait que de la haine pure. Une haine qui me disait que même vaincue, elle me tiendrait responsable pour toujours. Le piège s'était refermé. Mais alors que les gendarmes emmenaient ma sœur, mon père s'est tourné vers moi, le visage ravagé par les larmes, et il a posé la question qui allait définir tout notre avenir. Que allons-nous faire maintenant, Hélène ? La question de mon père est restée en suspens dans l'air lourd du restaurant, tandis que les gyrophares de la voiture de gendarmerie s'éloignaient dans la nuit lyonnaise. Que allons-nous faire maintenant ? Il ne me demandait pas un conseil pratique.
Il me demandait la permission de ressentir autre chose que de la loyauté aveugle envers Chloé. Il me demandait de le guider hors de l'épave fumante de notre famille. Ma mère, elle, sanglotait silencieusement, le visage caché dans ses mains. Le choc de l'arrestation avait brisé la carapace de déni qu'elle avait mis des années à construire. La réalité, brutale et laide, venait de la frapper de plein fouet. Sa fille chérie, son trésor, était une criminelle. Et pire encore, elle avait été complice, involontairement peut-être, mais complice quand même, de ses agissements. J'ai payé l'addition, et je les ai ramenés chez eux dans un silence de mort. La maison de mon enfance, autrefois un lieu de souvenirs mitigés, me semblait soudain être une scène de crime. Chaque objet, chaque photo de Chloé souriante sur les murs, était une pièce à conviction de leur aveuglement. Le lendemain, nous avions rendez-vous au cabinet de Maître Durand. Il leur a expliqué la situation sans détour, avec la précision chirurgicale d'un avocat. Chloé était accusée de multiples chefs d'inculpation. Les preuves contre elle étaient accablantes. Mais l'enquête ne s'arrêtait pas à elle. Les enquêteurs allaient s'intéresser à tous les flux financiers, y compris l'argent que mes parents lui avaient donné au fil des ans. Vous avez un choix à faire, leur a dit Maître Durand. Option 1, vous continuez à la protéger. Vous minimisez votre implication, vous prétendez ne rien savoir. Dans ce cas, le procureur vous considérera comme des suspects potentiels. Vous risquez une mise en examen pour complicité de blanchiment d'argent. Option 2, vous coopérez pleinement. Vous fournissez tous les documents, tous les relevés bancaires, tous les emails. Vous racontez toute la vérité sur la façon dont elle vous a manipulé. Dans ce cas, vous obtiendrez probablement le statut de victime dans cette affaire, et vous éviterez les poursuites. Mon père a regardé ma mère. J'ai vu dans ses yeux une vie entière de décisions prises pour apaiser les caprices de leur plus jeune fille. J'ai vu la peur de la trahir, même maintenant. Mais, c'est notre fille, a murmuré ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai parlé. Non, maman, ai-je dit, ma voix plus douce que je ne l'aurais cru. La fille que vous avez élevée n'existe peut-être plus. La personne qui a été arrêtée hier soir a utilisé votre amour comme une arme. Elle a volé mon identité, elle a failli détruire ma carrière, et elle allait vous ruiner complètement avant de s'enfuir. Elle ne vous a laissé aucun choix. J'ai fait une pause, les laissant absorber le poids de mes mots. Ce n'est plus une question de la protéger elle. C'est une question de vous protéger vous. C'est votre choix, ai-je répété. Le choix entre sombrer avec une criminelle ou sauver ce qui peut encore l'être de notre famille, et de votre propre vie. Je me suis levée. Je ne prendrai pas cette décision pour vous. Mais sachez que moi, j'ai déjà choisi mon camp. Celui de la vérité. Je les ai laissés seuls dans le bureau de l'avocat. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Une partie de moi, l'enfant qui avait toujours cherché leur approbation, voulait rester et les tenir par la main. Mais l'adulte que j'étais devenu savait qu'il devait faire ce chemin seul. Il devait enfin couper le cordon ombilical toxique qui les liait à Chloé. 2 heures plus tard, Maître Durand m'a appelé. Ils ont fait le bon choix, m'a-t-il dit. Ils coopèrent. Un immense soulagement m'a envahi, mais il était teinté de tristesse. La bataille était peut-être gagnée, mais la guerre avait laissé des cicatrices profondes. Le procès a été long et médiatisé à l'échelle locale. Voir mes parents à la barre, racontant avec une honte visible comment leur fille les avait floués, a été une épreuve terrible. Mais c'était nécessaire. C'était le prix à payer pour la vérité. Et ce n'est que 6 mois plus tard, en entendant le verdict final du juge, que j'ai vraiment compris l'ampleur des dégâts, mais aussi la possibilité d'une reconstruction. Le jour du verdict, la salle d'audience du tribunal de Lyon était pleine. La presse locale était là, ainsi que quelques victimes du réseau d'escroquerie. Mes parents étaient assis à côté de moi, vieillis de 10 ans en 6 mois. Quand le juge a prononcé la sentence, un silence glacial s'est installé. Pour les faits d'escroquerie en bande organisée, d'usurpation d'identité, de faux et usage de faux, et de blanchiment d'argent, le tribunal condamne mademoiselle Chloé Leclerc à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. 10 ans. Le chiffre a résonné dans ma tête. Ce n'était pas une victoire. Il n'y avait rien à célébrer. C'était une tragédie. Une vie gâchée par l'avidité et le mensonge. Chloé n'a pas scié.
Elle m'a jeté un dernier regard chargé de venin avant d'être emmenée. Les mois qui ont suivi ont été un long et lent processus de reconstruction. Mes parents ont dû vendre la maison de mon enfance pour rembourser une partie des dettes et des frais de justice. Ils ont emménagé dans un petit appartement en location. La perte financière était immense, mais la perte émotionnelle était bien pire. Nous avons commencé une thérapie familiale. Au début, les séances étaient tendues, remplies de silence et de reproches non dits. Ma mère pleurait beaucoup. Mon père se renfermait dans sa culpabilité. Lentement, très lentement, nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Pour la première fois. Ils ont admis leur aveuglement, leur favoritisme. J'ai admis ma colère, mon ressentiment accumulé pendant des années. Nous avons déballé des décennies de dysfonctionnement. C'était douloureux, mais nécessaire. C'était comme nettoyer une plaie infectée pour qu'elle puisse enfin commencer à guérir. Pendant ce temps, chez Biosanté Innovation, Madame Dubois a été un soutien sans faille. L'enquête interne m'a complètement blanchi. Mon professionnalisme et ma gestion de crise ont même été salués. Un jour, 6 mois après le procès, elle m'a convoquée. Hélène, nous ouvrons une nouvelle filiale à Paris qui supervisera toutes nos opérations européennes. J'ai besoin de quelqu'un de solide, de fiable, quelqu'un qui a prouvé sa résilience. J'ai besoin d'une directrice adjointe. Le poste est à vous si vous le voulez. Paris. Un nouveau départ. Une chance de laisser Lyon et ses fantômes derrière moi. J'ai accepté sans hésiter. J'ai utilisé une grande partie de mon fameux bonus de 100 000 €, celui qui avait tout déclenché, non pas pour un appartement, mais pour aider mes parents à s'installer et à sécuriser leur petite retraite. C'était ma façon de tourner la page, de transformer cet argent maudit en quelque chose de constructif. Mon déménagement à Paris a été une libération. J'ai plongé dans mon nouveau travail, j'ai découvert une nouvelle ville, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai appris à poser des limites saines, dans ma vie professionnelle comme personnelle. Mes parents me rendent visite de temps en temps. Notre relation est différente maintenant. Plus honnête. Plus fragile, peut-être, mais plus réelle. Je crois que je te découvre seulement maintenant, m'a avoué ma mère lors de sa dernière visite. Moi aussi, je vous découvre, lui ai-je répondu. Cette histoire m'a appris que la vraie loyauté familiale n'est pas de couvrir les mensonges, mais d'avoir le courage d'affronter la vérité, même si elle est insupportable. Elle m'a appris que la justice n'est pas la vengeance, mais le rétablissement d'un équilibre nécessaire à la guérison. Parfois, je reçois une lettre de Chloé, envoyée de sa prison. Je ne les ouvre jamais. Je les jette directement au feu. Certains ponts, une fois brûlés, ne doivent jamais être reconstruits, pour laisser la place à la lumière de passer. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre la loyauté envers un membre de votre famille et ce que vous saviez être juste? Partagez votre histoire ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse. Et si mon parcours, de la trahison à la reconstruction, vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus d'histoires sur la force incroyable de l'esprit humain face à l'adversité. Merci de m'avoir écouté.